Est-ce que tout le monde voit mon écran? Ouais, c'est bon. Thibaut? C'est C'est bon. bon? Donc, bienvenue à tous, merci d'assister à cette session. Aujourd'hui, on va parler de Kankourou. On va voir un petit peu plus en détail ce que c'est. Mais je vais d'abord me présenter. Donc, moi, c'est Grégory Boge. J'ai calculé là, pour la session, en fait, ça fait plus de 13 ans que je fais de l'informatique. Et ça fait quasiment 10 ans que je fais de la base de données. Ça fait 2 ans et demi que je travaille chez Criteo. Et donc à côté, j'ai créé le logiciel Kankourou, donc qui est gratuit, c'est justement l'objet de cette session. Et je travaille sur la bibliothèque KMO, qui est toutes les requêtes de Kankourou, qui elle est open source. Voilà, puis du coup, ça fait quelques années que je suis avec le Gus, et c'est mon deuxième 24 heures du pass. Donc déjà, on va commencer avec un petit peu d'histoire, parce qu'en fait, j'ai toujours la même question. Pourquoi avoir choisi ce nom qui est imprononçable? En fait, je voulais créer un... Quand je commence à regarder les noms des logiciels, il y a souvent des animaux. Moi, je me suis dit, tiens, je vais prendre un kangourou. Et en fait, en regardant les noms de domaine, kangaroo, kangourou, tout ça a été pris. Et c'est le moteur qui m'a proposé ça. Donc j'ai accepté, et puis c'est parti. C'est pas plus bête que ça. Donc pourquoi j'ai voulu faire cette application? En fait, j'avais des besoins personnellement. C'était d'avoir une vision sur tous mes serveurs. Quand on a quelques serveurs, ça va. Dès qu'on commence à en avoir beaucoup, pour savoir ce qui se passe, moi j'avais besoin d'un outil. Et puis pour automatiser pas mal de tâches. Voilà, des tâches qu'on fait à répétition, on a besoin d'outils pour les faire. Et puis je me suis dit, tiens, vu que c'est utile pour moi, pourquoi pas le partager aux autres utilisateurs. Enfin, une troisième question qu'on me pose souvent, c'est quand est-ce que tu fais Kankourou pour Sybase, pour MySQL? En fait, on a déjà réfléchi à cette question. Si j'ai pu le faire avec SQL Server, en fait, c'est que c'est principalement grâce au DMV. Le moteur va déjà stocker pas mal de statistiques dans ses bases, dans les tab systèmes. Et quand je regarde les autres bases, on se rend compte que c'est quand même un petit peu plus pauvre. Alors, je dis pas qu'on peut pas le faire, mais on va regarder après avec l'architecture et vous verrez pourquoi c'est pas faisable ce fonctionnement sur d'autres bases. Donc justement, au niveau de l'architecture, j'ai dû faire des choix. Déjà, ce que je voulais, philosophiquement, c'était de ne rien installer sur les serveurs. Donc j'ai des serveurs SQL, ils sont dans leur coin, ils sont en prod, et moi je veux juste y accéder comme un utilisateur lambda, et sans rien déployer, pas d'agent, pas de création de base qui va collecter, ou de job, ou quoi que ce soit. J'avais besoin aussi d'y accéder uniquement en SQL. Donc, euh, donc en Kourou, les seuls accès qu'on va faire, c'est que du SQL. On ne va pas se connecter à Windows, on ne va pas se connecter, par exemple, en WMI, ce genre de choses. C'est vraiment, tout passe par du SQL. Et ce que je voulais aussi, c'était d'être le plus léger possible. J'avais pas envie de lancer un outil d'aide aux bases de données pour écrouler ma prod, hein. Donc, j'essaye toujours de faire des requêtes qui coûtent le moins cher possible. Et enfin, je voulais quelque chose qui soit prêt à l'emploi en quelques minutes, quoi. J'ai pas envie de devoir installer des agents partout, d'avoir plusieurs jours de configuration pour me lancer. Je veux vraiment que on télécharge et ça fonctionne. Donc au niveau des configurations requises, ça tourne sur un poste Windows, peu importe l'OS. Enfin, j'ai testé de Windows XP à Windows 10. J'ai besoin du framework .NET 4. Alors Kankourou, il a besoin d'une base de données qui est pas en prod, hein, qui peut être sur votre poste ou sur n'importe où, sur un serveur, peu importe. Ça peut tourner sur une édition SQL Express, c'est pas très gourmand, c'est surtout pour gérer la configuration. Donc en fait, Kankourou, il va avoir sa configuration dans une base à côté, et il va aller interroger les serveurs de prod ou de différents environnements. Et la seule chose qu'il a besoin pour 90% des usages, c'est juste du View Server State Permission. Donc là, j'ai parlé des choix que j'avais fait au niveau de l'architecture, donc ça offre des avantages, mais aussi des inconvénients.
avec Ankuro, on va avoir la possibilité d'avoir une vision d'ensemble de la plateforme assez facilement. On va avoir la possibilité de faire des audits sur une instance, d'analyser les performances. Et puis vous allez voir, en fait, c'est presque une boîte à outils avec plein de choses qui permettent d'automatiser, de scripter, d'aider au développement. L'intérêt de rien installer sur les serveurs, c'est que, et d'avoir des requêtes relativement légères, c'est qu'on évite de plomber les performances du serveur. Et puis enfin, c'est simple à utiliser. En revanche, dans les inconvénients, en fait, c'est pas du tout un système distribué. Donc on va voir comment ça fonctionne, mais ça va être compliqué de faire une base centrale ou ce genre de choses, des agents un peu partout. Donc il n'y a pas d'agents locaux. Donc les agents locaux, j'avais dit que c'était chiant parce que il fallait les installer sur les serveurs, mais par contre ça offre quand même pas mal d'avantages. Ça permet de collecter pas mal d'informations au niveau de l'OS et puis récolter pas mal de choses avant de l'envoyer. J'ai décidé de ne pas en faire. Autre chose, il n'y a pas d'alerting pour le moment. On va voir, il y a un outil de dashboard qui permet de tout superviser. Pour le moment, ça n'envoie pas d'alerte. Donc c'est en cours de discussion avec moi-même. Je ne me suis pas encore mis d'accord. Mais je pense que d'ici quelques temps, ça devrait sortir. Et enfin, c'est pas encore totalement open source. J'ai commencé. Donc il y a toute la partie KMO qui doit contenir à peu près 90% des requêtes qui est déjà open source, mais tout le reste, c'est en cours de migration petit à petit. À chaque version, j'en balance un peu plus. Voilà, donc là, je vous ai vendu un truc qui était facile à installer, à démarrer. Donc, on va commencer. Donc, l'installation, il suffit d'aller sur le site kankuro.com, de cliquer sur le bouton Download, et on a juste le zip à télécharger. Alors le zip, je l'ai déjà téléchargé, je me le suis mis sur mon bureau, qui est ici. Je l'ai décompressé. Et pour démarrer, en fait, il suffit juste de démarrer l'exe, kankuro.wpf.exe. Et c'est parti. Donc là, il y a la licence à accepter. Ensuite, il nous dit qu'il ne trouve pas la base de données Kankuro, la base qui contient la configuration. Donc c'est normal, c'est la première fois qu'on le lance. Donc il nous demande soit d'aller en chercher une qui existe déjà, soit d'en créer une. Donc là, ce que je vais faire, pour les démos, j'ai créé 3 instances sur mon PC. Donc j'ai une édition express et j'ai 2 éditions, j'ai 2 standards, je sais plus. Enfin, c'est des 2014 qui sont sur mon poste. Et donc là, sur l'Express, il n'y a pas de base de données pour l'instant. Et justement, l'application va se créer sa propre base de données. Donc je vais me connecter à localhost SQL Express. Je vais donner un nom pour ma base de données, je vais l'appeler Kankuro. Vu que je suis en authentification Windows, je laisse les deux paramètres vides. Et puis c'est à peu près tout en fait. Tous ces paramètres-là, on les verra un petit peu plus tard. À la rigueur, il y a celui-ci qui permet, si on l'active, par défaut c'est activé, à chaque fois qu'il y a une nouvelle version, il va se télécharger tout seul et s'installer. Sinon après c'est des informations pour le dashboard, on les verra tout à l'heure, et puis on peut choisir plusieurs thèmes graphiques, on va rester sur quelque chose par défaut. Voilà, donc là il ne trouve pas la base, il me demande si je veux la créer. Hop. Il m'a créé la base et il démarre. Donc là, vous voyez, sur mon instance express, si je rafraîchis, il m'a bien créé une base de données Kankuro. En général, cette base-là, elle ne grossit pas beaucoup. Le plus que j'ai vu, mais il y avait plusieurs centaines de serveurs, c'était 4 gigas. Mais en principe, ça reste à quelques centaines de mégas, hein, c'est pas bien méchant. Donc voilà, on arrive dans une belle interface toute vide.
il va rester à installer des serveurs. Donc là, je vais créer deux connexions à mes deux instances. Donc je vais créer un premier serveur. Donc dans Kankourou, on ne se connecte pas comme dans SSMS, on ne met pas le nom du serveur / le nom de l'instance. On crée d'abord un objet serveur, ensuite un objet instance. On verra qu'il y a moyen de faire un petit peu mieux. Donc là, mon premier serveur, c'est l'instance par défaut, donc je lui laisse pas de nom, je suis en authentification Windows. Je teste ma connexion, il est OK. Donc, voilà. Là, je suis connecté à mon premier serveur. Et si je regarde, il va bien me retrouver toutes les bases de données, les tables. Voilà. Je vais créer le deuxième serveur. Voici, je vais créer. Même si c'est du localhost, je peux lui donner un autre nom. Hop. Donc il est sur localhost. Je vais ajouter l'instance que j'ai appelée hop. En authentification Windows aussi. Et voilà. Donc là, je suis prêt à démarrer. Et on a fait la partie la plus complexe de la démo. Normalement, c'est la partie la plus chiante, après tout le reste, ça roule tout seul. Alors en fait, c'est un petit peu chiant à créer. Bon là, j'ai 2 serveurs, ça va vite. Si demain vous voulez le tester et que vous avez 50 serveurs à installer, bon, franchement, c'est chiant. Donc j'avais créé, je l'ai mis sur GitHub, un truc qui s'appelle Kankourou Importer. C'est une appli Windows Form qui va permettre de récupérer dans SSMS tous les serveurs qui sont enregistrés et qui va générer un script SQL pour le balancer dans Kankourou. Donc vous téléchargez, vous l'exécutez, vous aurez votre script et vous pourrez insérer vos serveurs super facilement. Donc après, on peut créer des groupes, par exemple. Imaginons que je crée un groupe prod, et puis je dis c'est de la prod, je le mets en rouge, en orange red. Derrière, je peux dire ce serveur, hop, je le change de groupe, je le mets en prod. Ça c'est intéressant, c'est surtout dans les dashboards, pour avoir des codes couleurs, c'est un petit peu plus lisible. Voilà. Là du coup, vous connaissez pas du tout ce qu'il y a sur mon PC, vous savez pas l'instance, quelle édition c'est et tout. Donc on va commencer par aller voir la carte d'identité de cette instance-là. C'est pratique quand on arrive sur un nouveau serveur, parce que si on ne connaît pas du tout l'environnement sur lequel on travaille, avec ça, on va pouvoir avoir les informations sur quelle version je suis. Donc là, je suis sur une 2014 RTM. Je sais, je vais avoir quelques infos de l'OS, quelle est la version, la mémoire physique, est-ce que c'est une VM ou un serveur physique, l'espace disque. Ensuite, des informations liées à l'instance, sur les collations, quel protocole est ouvert, les comptes de service qui font tourner ça, est-ce qu'il y a des traces flag activées. Et puis après, derrière, toute la configuration qu'on a, toutes les options de l'instance. Et donc, ce qui est assez sympa, c'est ce qu'on va trouver dans SSMS, en fait, c'est le nom de la propriété, la config value et la run value. Ça, on le retrouve dans SSMS. En revanche, ce que j'ai ajouté, c'est la colonne default value. Et vous voyez, par exemple, pour l'agent XP, par défaut, normalement, la valeur est à 0. Moi, j'ai démarré l'agent, donc la valeur est à 1. Et du coup, je sais rapidement, vu qu'il y a un code couleur, que je ne suis pas en configuration par défaut. Et j'ai aussi défini une colonne pour une valeur stratégique. En fait, on va pouvoir nous-mêmes rentrer des valeurs stratégiques et par exemple dire que l'agent XP, dans mon entreprise, tous les agents sont démarrés, donc je la mets à 1 et du coup on a un code couleur différent. Donc ça c'est un premier outil qui permet de rencontrer un peu son serveur et d'apprendre à le connaître.
Et maintenant, on va passer sur un truc d'un petit peu plus haut niveau. C'est le dashboard. En fait, c'est l'outil central, c'est ce qui est le plus utilisé. Ça permet vraiment d'avoir une vision d'ensemble de la plateforme. Voilà. Certaines personnes l'appellent l'œil de Sauron, parce qu'il laisse rien passer, ou presque. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir une ligne par instance. Donc, tout à l'heure, je vous parlais des codes couleurs pour les groupes, on les retrouve ici. Et en fait, pour chaque instance, on va avoir des petites lumières qui s'affichent et qui vont nous dire si le service est OK ou pas. Donc on va monitorer tout un tas de choses. Et ça tourne en permanence. Chaque colonne se rafraîchit à son propre rythme. Par exemple, si je regarde IsOlive qui lui va juste faire une connexion pour vérifier que ça se connecte bien, mais on va pouvoir aussi aller voir l'error log. Je sais pas si en principe les gens, l'error log, ils le regardent uniquement quand il y a des problèmes. Moi personnellement, je préfère regarder l'error log en permanence, et quand j'ai plusieurs dizaines ou centaines de serveurs, j'ai bien envie d'avoir un outil qui me préfiltre tout ça. On a aussi des jobs. Donc là, par exemple, ici, j'ai sur mon serveur des jobs. Donc j'ai fait exprès de créer un job qui plante, qui tourne toutes les 5 minutes. Et donc à chaque fois qu'il va y avoir un job, ça va s'allumer. Donc là, par exemple, je les ai lus, je connais le problème, donc je le marque comme lu et ça repasse vert. Et ça s'allumera que quand il y aura de nouvelles alertes. J'ai la possibilité aussi d'aller voir les sessions qui durent plus d'un certain temps. Par exemple, si on dit au-delà de 10 minutes, une requête qui dure plus de 10 minutes, ça va apparaître là-dedans aussi. On va analyser aussi le page life expectancy et puis la CPU. Donc là, par exemple, il me dit que le système est un petit peu haut, parce que je fais tourner un peu trop de choses. Là, j'ai un PowerPoint qui tourne, donc il est un petit peu chargé. On a également possibilité de regarder tout ce qui est espace disque et puis espace de fichier. Alors l'espace de fichier, c'est moins regardé que l'espace disque, mais c'est en gros regarder quand un fichier commence à être trop rempli pour éviter des autogrosses. Ça arrive régulièrement. On a aussi des alertes quand des bases ne sont pas sauvegardées. Donc là, par exemple, il me dit que les bases système n'ont jamais été sauvegardées. Et on a aussi des alertes au niveau d'SSRS. Donc là, par défaut, c'est désactivé, mais on peut aller activer en allant ici dans le Server Explorer. Je dis, j'active la supervision de Reporting Services en allant sélectionner la base Report Server qui va bien. Donc il faut que ce soit une base Report Server, hein, sinon ça ne fonctionne pas. Et derrière, il va analyser. Donc il va, par exemple, si on a un rapport qui ne s'affiche pas bien, et que ça va dans la log de CSRS, on le verra apparaître ici. Et donc, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que là, j'ai mis des paramètres par défaut, dire telle colonne, elle se réactualise toutes les 3 minutes, celle-ci toutes les 30 minutes, mais en fait, c'est totalement configurable. Il suffit d'aller sur le bouton configuration. Bon, là, forcément, on a le droit de choisir le look entre des pastillons ou carrés, peu importe, mais par exemple, je dis de réactualiser cette colonne toutes les 5 minutes et d'aller regarder dans les logs sur les 6 dernières heures. L'error log d'SQL, elle est importante, mais on peut aussi aller voir les logs de la database mail, et on peut même aller voir depuis une récente version les logs de réplication. Ça, si vous faites de la réplication, je vous conseille de l'activer, c'est assez intéressant. Et pour chacune des colonnes, en fait, on va avoir les temps de rafraîchissement et puis les seuils à définir, voilà, tout un tas d'options. Je vous laisserai regarder. Donc du coup, on peut totalement configurer chacune des colonnes, mais
Mais si je dis tel serveur a une configuration spéciale par rapport aux autres et je veux pas qu'il utilise la configuration globale, je peux aussi aller lui spécifier une configuration dédiée pour ce serveur. Et donc, hop. Donc soit par défaut j'hérite de la configuration globale, soit je peux fixer un paramètre comme je veux. Donc il y a aussi quelque chose d'important. Voilà, donc là, je pense que vous voyez. Je vais retourner dans la configuration sur le SQL log. Par défaut, je filtre déjà tout ce qui est message d'information. Donc, par exemple, jusqu'à 2012, un backup successful, il était logué dans les logs, mais il disait que c'était juste un message d'information. Depuis 2014, il nous dit que c'est une erreur, peu importe. Donc du coup, j'ai créé un autre menu qui va nous permettre d'ignorer certains messages. Ah, par exemple, là, je vois les premières erreurs, c'est les login failed. Et puis on va dire que des login failed, je m'en fiche, j'ai pas envie de les regarder. Donc je vais choisir sur quel serveur je veux ignorer ces messages. Donc par défaut, je vais dire tous les serveurs. Et puis, je vais dire tous ces messages-là, je vais les ignorer. Donc là, c'est exécuté dans un where message not like le message qui est ici. Donc on peut utiliser les pourcentages. Donc je vais l'ajouter. Hop. Et là, si je réactualise, tac, il m'a supprimé tout ce qui est login fail. Donc c'est peut-être la configuration la plus chiante. Alors j'ai un script, si vous voulez, où j'ai déjà renseigné tout un tas de messages qui sont sympas à supprimer, mais après, tout dépend de vos attentes. Il y a certains qui veulent voir les login fails, d'autres qui s'en fichent complètement. C'est à vous de voir après. Voilà. Donc ça, ce dashboard, c'est vraiment le point central. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est le point d'entrée. Je vais zoomer un peu d'ailleurs. C'est le point d'entrée. Donc là, par exemple, je vois que c'est allumé et je vois que j'ai des erreurs, ok. J'ai envie d'aller creuser un petit peu plus loin. Je peux aller voir directement l'error log. Donc tous les petits boutons, c'est comme ça. Par exemple, sur les jobs, c'était lequel qui plantait? C'était celui-ci. Je vais pouvoir démarrer un diagramme de Gantt des jobs. Hop. Je suis peut-être pas sur le bon. Je suis pas sur le bon. Non, il ne veut pas démarrer, je ne sais pas pourquoi. Bizarre. Bon, on va prendre un autre exemple du coup. Par exemple, sur les espaces de fichiers, je veux voir quels sont les fichiers qui sont les plus gros, les plus consommateurs. Je sélectionne et il va m'afficher une map avec tous les fichiers. Les fichiers de données sont en rouge, les fichiers de log sont en bleu, et puis plus c'est foncé, plus le fichier est plein. Donc on va pouvoir voir si on a des autogrosses ou des choses comme ça assez facilement. Tout à l'heure, je vous parlais de configuration, ce qu'on a vu au tout début. Alors il y a ces trois paramètres-là, l'autostart. Alors l'autostart, c'est un truc que j'ai ajouté pour des gens qui utilisent ce dashboard sur une télé. Et du coup, ils voulaient que le dashboard démarre automatiquement quand Kankuro est lancé. Une autre fonctionnalité, c'est l'autocollapse. Alors ça, c'est super intéressant parce que là, j'ai que 2 serveurs, donc ça tient bien à l'écran. Si j'ai 200, 300 serveurs, ça tient plus du tout. Donc, si on active l'autocollapse, en fait, il n'affichera les serveurs que quand il y a une lumière allumée en jaune ou en rouge. Si toute la ligne est verte, le serveur va disparaître. Donc c'est assez intéressant si vous avez beaucoup de serveurs. Et dernière option, c'est pour savoir si je veux activer l'historique du dashboard.
Par défaut, c'est à oui, vous pouvez le désactiver. Il faut le laisser tourner une bonne période de temps. En fait, il va enregistrer un point toutes les X minutes. J'ai plus le chiffre en tête. Et derrière, on va pouvoir aller le voir. Par exemple, le CPU History. Je suis pas sûr, là, vu qu'on l'a démarré, on a juste un point. Là, on a le CPU SQL et puis le CPU System. Donc, c'est pas très lisible parce qu'il y a vraiment que ce petit point-là. Voilà. Mais si vous le laissez tourner une bonne partie du temps, vous allez pouvoir récupérer des historiques sur les espaces disques, sur le CPU, le mémoire, plein de choses qui peuvent être assez utiles. Voilà, donc le dashboard, c'est vraiment c'est un outil qui est vraiment intéressant. Et nous, on l'a mis sur notre télé. On doit avoir quasiment 300 serveurs. Bon, ça doit fluctuer, mais vraiment, ça nous a bien aidé. Voilà pour le dashboard. Alors maintenant, je vais présenter autre chose. Par exemple, comment savoir si toute ma plateforme est patchée correctement? Est-ce que je suis à jour au niveau des service packs ou des cumulative updates? Alors, si on a un seul serveur, il n'y a pas de souci, on va voir et puis on regarde dans les propriétés où on affiche la version. Et on saura rapidement. Si on a quelques serveurs, ça peut être un petit peu chiant. Donc, du coup, j'ai créé cet outil-là qui va aller se connecter à tous les serveurs, un par un. Bon, là, ça a été super vite. En gros, pour chaque instance, il va nous remonter quelle est l'édition. D'accord, donc là je suis en 2014 RTM. Et ensuite, il va me dire que je ne suis pas du tout à jour au niveau du service pack, parce qu'il y en a un nouveau qui est sorti. Et au niveau des cumulative updates, encore moins. Ce qui est intéressant, c'est si on clique, on est directement redirigé vers le site Microsoft qui permet de le télécharger. Donc là, par exemple, le service pack SP2. Et au niveau des cumulative updates, pareil. J'ai rajouté récemment une nouvelle colonne. Je travaillais sur un projet de migration de base de 2008 R2 à 2014. Et donc, la migration, on a d'abord migré les bases sur des serveurs 2014, mais on avait conservé la compatibility level en 2008. Et donc, la dernière étape, c'était de changer ce compatibility level. Et quand on doit le faire sur plusieurs centaines de serveurs, c'est quand même pas mal d'avoir un tableau récapitulatif qui nous dit sur ce serveur-là, vous voyez, il y a encore une base qui s'appelle test1 et qui est en compatibilité 100. Alors que là, on est sur du 120. À la fin, on a un récapitulatif avec le nombre d'instances qui sont à jour, des service packs installés, des CU installés, et puis au niveau des compatibilités level. Donc ça, ces versions-là, elles sont dans KMO, donc c'est open source, on peut aller en ajouter, les mettre à jour régulièrement. En principe, je mets à jour à chaque version. Mais des fois, quand il y a des grosses versions, je mets à jour directement un fichier sur Internet. Il suffit de cliquer sur ce bouton et il va mettre à jour, il va télécharger le fichier et mettre à jour sa propre base de connaissances. Donc ça, en principe, ça fait plaisir à notre manager qui nous dit de savoir rapidement si on est à jour ou pas. Voilà, maintenant qu'on a vu sur les updates, on va aller regarder, on va faire un petit tour au niveau des performances. Alors imaginons que je souhaite connaître l'activité sur mon instance à un instant T. Je pourrais lancer une trace ou un X-Event, mais bon, il faut savoir s'en servir, et puis au niveau du serveur, ça ralentit un petit peu, un petit coup. Ce que je pourrais faire, ce serait aller regarder les requêtes les plus coûteuses. On a tous des top 50, des requêtes les plus lentes, qui consomment le plus de pages lues et des trucs comme ça. Mais le problème, c'est que les statistiques, elles sont là depuis le démarrage du serveur. Donc, pour trouver ce qui peut poser problème actuellement, c'est un petit peu chiant. Donc, ce que j'ai eu l'idée de créer le Live SP Profiler. Donc, lui, il va s'appuyer uniquement sur les procédures. On verra qu'il y a autre chose après. Mais là, vraiment sur les procédures stockées.
Pardon. Excusez-moi. Donc lui, il est super léger, parce qu'en fait, la seule chose qu'il va faire, c'est qu'il va lire les données qui sont dans 6DM exec procedure stat. Et il va nous permettre de remonter les procédures qui sont les plus coûteuses. Alors, en fait, la seule chose qu'il fait, donc il va charger une première fois les statistiques, on va attendre le temps qu'on veut, et puis par exemple 2 minutes après, il va relever à nouveau les statistiques et il va juste faire un delta et il va nous l'afficher ici. Donc c'est juste un delta, les requêtes sont super simples. Donc là je vais le lancer. Pour la démo, je vais le faire tourner toutes les 5 secondes, ça ira un petit peu plus vite. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un outil de stress. Ça c'est l'outil qui avait été développé par Adam Mechanic, qui est assez intéressant. Donc là en gros, ce que je lui dis qu'il va exécuter cette procédure stockée là dans AdventureWorks, et puis il va faire un insert ici, là il va lire des données, et là il va à nouveau insérer dans une autre base. Et puis je vais l'exécuter un certain nombre de fois. Hop, c'est parti. Donc là on va le laisser tourner. Et on voit que l'AESP Profiler, en fait, il va recalculer les statistiques à chaque fois. Donc en prod, laissez pas 5 secondes. Hein. Si vous faites un tir de test pendant 5 minutes ou 10 minutes, mettez une plus grande plage. Il vous affichera rien au début, mais... Donc là, il se réactualise, et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve toutes nos procédures stockées. On voit le nombre d'exécutions, la consommation du CPU, le temps qu'il a passé, les logical read, les écritures. Et en dessous, on a des petits graphiques par base de données. Donc, voilà. Et honnêtement, si vous travaillez quasiment qu'avec des procédures stockées, là, vous pouvez repérer super facilement à un instant T celle qui peut poser problème. Hop. Je vais l'arrêter. Voilà, j'ai eu aussi en plus des procédures stockées d'AMSDB qui ont été exécutées. Il va lire sur toutes c'est des statistiques au niveau de l'instance. Hop, je vais arrêter ça. Donc ça c'est uniquement pour les procédures stockées. Il y a le même outil qui s'appelle Live Query Profiler, qui fait exactement la même chose, sauf qu'il ne va pas se concentrer juste sur les procédures stockées, il va regarder toutes les queries. Alors la seule différence, c'est qu'au lieu d'aller voir dans une seule DMV, juste faire une lecture toute simple où en principe il n'y a pas des millions de lignes, là il va aller lire dans 6DM exec query stat avec un cross-apply sur 6DM exec SQL text pour récupérer le texte de la requête. Donc c'est vachement plus coûteux. Et donc là clairement il ne faut pas mettre un délai trop court parce que sinon vous allez, c'est une requête, si vous avez beaucoup de requêtes, surtout du dynamique, ça peut être beaucoup plus coûteux. Mais ça marche exactement de la même façon. Hop. Voilà. Tant qu'on en est à savoir ce qui se passe sur notre serveur, je vais vous en montrer deux autres. Donc on a tous des SPU, des trucs comme ça. Voilà, j'en ai créé un autre qui est assez sympa. Je vais voir, est-ce que je peux le relancer? Allez. Donc il y a un premier qui s'appelle Woo. Voilà, qui lui va m'afficher tous les process d'une instance. Voilà. Donc là, je vais retrouver, tout à l'heure j'ai dit que je voulais 10 threads. Là, je retrouve mes, sûrement, ouais c'est ça, je retrouve mes 10 threads qui sont en train de bourriner la base. Donc, sur un serveur de prod, vous pouvez en avoir plusieurs milliers. Et donc, on va retrouver plein d'informations. Vraiment, là, c'est assez complet. Normalement, on a à peu près tout. Bon, s'il manque des choses, de toute façon, vous pouvez toujours modifier la requête directement dans KMO. Donc, je vais profiter quand même de ça parce que ce qui est pas mal dans ces trucs-là, c'est qu'on peut les exporter dans Excel. Il y en a qui veulent, qui aiment bien sauvegarder.
Donc ça c'est toujours pratique. Hop, c'est bon à démarrer. Voilà. On retrouve toujours la même charte graphique orange magnifique. On peut faire des recherches. Par exemple, je veux chercher uniquement ce qui est AdventureWorks. Hop. Voilà, il va tout me filtrer. Donc c'est assez complet. On peut retrouver pas mal de choses. Et l'autre outil qui, lui, va n'afficher que ce qui est actif, vraiment actif. Là, on a tous les process, même celles qui sont en sleeping. En revanche, là, on a uniquement celles qui sont actives. Et ce qui est pas mal, c'est que on voit rapidement quand les sessions sont bloquées. Alors là, il y a un lien qui permet de faire un kill d'une session, mais bon, c'est pas très raisonnable. Mais ce qui est sympa, c'est par exemple si j'arrive sur un serveur et que je vois qu'il y a un backup ou des trucs comme ça, ou un DBCC, je vais avoir le percent complete. Je peux même avoir les plans d'exécution des requêtes. Hop. Il s'était arrêté, donc c'est normal que j'ai plus rien. Hop, il démarre pas. Si, il démarre. Hop. Donc on peut avoir le plan d'exécution. Donc là, si je clique dessus, il va me l'ouvrir dans SSMS correctement. Je ne vais pas redévelopper d'outils pour afficher ça. Voilà. Ça, cet outil, je le démarre 10, 20 fois par jour. C'est super pratique. Hop, je vais arrêter ça, je vais arrêter le stress tool. Et je vais accélérer un petit peu parce qu'en fait, on a plein d'outils. Je pensais que j'aurais plus de temps, puis je déborde. Allez, un autre truc sympa, c'est le backup history. J'arrive sur une base, sur un serveur. Je sais quand mes bases de données ont été sauvegardées. J'ai le last backup time et le last restore time. Donc ça c'est bien le restore time quand on est sur un environnement de dev par exemple, pour savoir si un développeur nous appelle et nous dit ma base n'est pas restaurée. Si, si. Et ensuite quand on sélectionne une base, on a toute la chaîne. On va savoir quand est-ce qu'il y a eu des. Hop, on va mettre plutôt là-dessus. On va savoir quand est-ce qu'il y a eu des backup full, des backup diff. Et puis on a des graphiques pour savoir le temps que ça a pris, la taille. Ça permet de voir les dérives. Ça, c'est assez pratique aussi et je l'utilise très très souvent. Hop. On a des stats aussi au niveau du CPU et puis du database buffer. Donc le CPU, on va voir le truc classique, hein, quelles sont les bases qui consomment le plus. Et puis un historique sur les 256 dernières minutes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce graphique-là, ça se base sur le Ring, qui est plus supporté par Microsoft. Voilà, donc il faut juste le savoir, ça donne une indication, mais c'est pas fiable à 100%. Et je vais quand même en profiter. On va aller voir sur le site, en fait. Sur le site, on a un wiki qui explique à peu près, qui permet de retrouver les requêtes d'un peu tous ces outils. Et donc par exemple, si je prends le database CPU usage, donc c'est ce qu'on vient de voir, on retrouve bien que le graphique du bas utilise la méthode getCPUFromRing et que c'est pas supporté. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'à chaque fois j'ai mis des liens. Donc c'est la méthode getCPUFromRing. Et je vais aller voir sur GitHub. Hop. Voilà, on va retrouver les requêtes qui sont associées. Donc ça, ce repo, il est ouvert, vous pouvez contribuer, vous pouvez faire des forks, des modifications, tout ce que vous voulez. Vous pouvez m'aider volontiers. Voilà, donc chacun de ces trucs-là, on peut le retrouver directement en cliquant sur le bouton tout en haut à gauche de l'aide. Ça ouvre directement la bonne page du wiki. Hop. Donc on a des informations au niveau de la RAM utilisée, donc dans le buffer. Par exemple, si je sélectionne la base, je vais savoir quels sont les objets qui sont montés en mémoire.
pour savoir lesquels consomment le plus. J'ai aussi un outil pour la temp DB. La temp DB qui est souvent délaissée. Bah là en fait on a un dashboard qui va nous dire si la temp DB est bien configurée, si on a de la latence. Voilà. Par exemple là il va me dire que j'ai que 2 fichiers, donc ce serait bien qu'il y en ait un petit peu plus. Là il va me dire bah, le setup là est en rouge parce qu'en fait j'ai 2 fichiers de data, mais ils n'ont pas du tout la même taille ni le même agrandissement, donc ça peut être problématique. Puis au niveau des IO, bon, ça c'est 2 millisecondes, ça va pour un portable, c'est plutôt honnête. Et bah derrière on a plein d'informations au niveau de ce qui est en mémoire. Voilà. Bon là je suis pas sur un serveur de prod, donc il n'y a pas grand chose. Mais ça c'est vachement intéressant. Exécutez-le au moins une fois sur un serveur, juste pour voir si vous êtes OK ou pas. Hop. Donc tout ça, c'est toutes les tout plein de DMV matérialisés dans des outils qui sont un peu mieux présentés pour donner des informations sur les instances. Au niveau monitoring, on en a regardé quelques-uns, on n'aura pas le temps de tout faire. On va passer à quelques outils. Donc un outil que je trouve sympa, parce que j'embête les développeurs à me créer des procédures stockées plutôt que de faire du code dynamique. Et eux, ils me disent que c'est un petit peu long à écrire. Je suis d'accord, c'est un petit peu chiant. Et du coup, là, on a un outil qui permet de générer les CRUD. Donc les CRUD, c'est les procédures stockées qui vont faire du create, read, update, delete. C'est les procédures stockées de base. Par exemple, si je prends, je prends une table par défaut, il va me générer toutes ces procédures stockées là. Voilà. Il me génère directement le code, donc j'ai le code pour faire une lecture de la table entière, le code pour faire un select sur la PK, le code pour faire un insert, un update, et même un select avec des TVP. Et donc là, si je veux scripter les procédures de toute ma base, hop, normalement c'est instantané, sauf que là, c'est l'effet démo. Voilà. Bah là, du coup, il m'a généré tout plein de procédures. Alors, je sais pas combien de lignes on va être. On est à 9000 lignes. Voilà. Et ça a duré quelques secondes. Ça, c'est un outil sympa. On peut configurer tous les commentaires. Il y a une petite aide qui est là pour penser que on peut mettre quelques variables. Voilà. Donc ça, c'est un truc intéressant. Allez, un autre outil, le Database Compilator. Alors ça, si vous avez des projets qui sont par exemple dans SSDT et qui sont buildés, ça va pas vous être d'une très grande aide. En revanche, si vous n'avez pas de versionning, vous n'avez pas de système de build, des trucs comme ça, bah c'est vachement pratique. Parce qu'admettons que un jour je crée une table et puis une procédure stockée pour aller lire la table. Et puis 6 mois après, je supprime une colonne de la table et j'oublie de modifier la procédure stockée. Bah, la procédure stockée, en fait, elle va plus marcher, mais il n'y a rien qui m'empêche de le faire. Le database compilator, en fait, il va prendre toutes les procédures stockées et les vues, et il va juste générer un plan d'exécution de base, et il va nous remonter s'il y a des erreurs. Donc là, je suis sur AdventureWorks et ils ont plutôt bien travaillé. Il n'y a pas de problématique, mais ça, surtout, ne l'exécutez pas en prod. Ça a beau que générer des plans d'exécution, faites-le sur un serveur de dev, mais vous risqueriez de rencontrer des vieilles procédures ou des vieilles vues qui sont plus maintenues et qui ne fonctionnent plus. Et donc il vaudrait mieux soit les corriger, soit les supprimer. Bon, alors bien sûr, on a un requêteur. Bon, c'est un requêteur assez basique, mais ça peut rendre service. Par exemple, si j'affiche les tables, hop, order by name, F5, il va me l'exécuter. Voilà, donc là, j'ai tous les résultats directement dans un grid view. Donc, je retrouve les messages. Il me sauvegarde aussi les historiques.
Ça c'est pas mal, ça permet de, en double-cliquant, de les ramener à nouveau dans l'éditeur. Il y a aussi des fonctionnalités pour réorganiser, pour réindenter les requêtes. Bon, c'est un requêteur basique, mais qui fonctionne plutôt pas mal. Allez, Database Compare. Là, c'est un outil de comparaison. Donc là, on peut comparer à peu près tout. Je vais comparer mes deux instances. Tiens. Je vais regarder. Ils ont toutes les deux une base AdventureWorks 2014. Je vais regarder. Et dans ce que je peux comparer, c'est déjà la configuration de l'instance et les options de la database. Donc ça, c'est déjà une première chose. On peut vérifier toutes les structures, donc les tables, les vues, est-ce qu'il y a des différences de code. Ensuite, au niveau de l'instance, on peut regarder les logins, les users, il y a les rôles des bases de données, les schémas, tout ce qui est au niveau sécurité, les types qu'on va créer nous-mêmes. Il y a même de quoi comparer des jobs entre eux, savoir s'ils ont les mêmes schedules, s'ils utilisent les mêmes notifications, comme ça. Et on peut même comparer les données. Hop. Justement, on va comparer les données, tiens. On va pas comparer la structure, on va comparer la donnée, puisque sur la structure, j'ai rien changé. En revanche, je crois que j'ai modifié des choses. Je crois que j'ai travaillé sur personne.adresse. Hop. Je sais plus. Hop. Non, c'était pas ça. C'était Bill of Material. Allez, voilà. Alors, ça s'appelle comment? Production.bill of materials. Normalement, ils n'ont pas du tout les mêmes données. Donc ça ne doit pas être cette table-là. Bon, je ne sais plus. Mais bon, ça va nous permettre de savoir si on a exactement les mêmes tables, les mêmes données dans les tables. En fait. On peut comparer, par exemple, la structure de toutes les tables. Ça va nous dire s'il y a des différences. C'est assez pratique. On peut trouver ce genre d'outils dans Visual Studio aussi, hein, dans SQL Server Data Tools. Mais bon, il y a celui-ci qui est plutôt pas mal aussi. Qui va en dessous, on va pouvoir voir tout le DDL et puis c'est surligné quand il y a des différences. Donc j'aurai pas le temps de vous montrer tous les outils. Je vais peut-être finir quand même sur les audits. Il y a quand même des choses intéressantes. Notamment, par exemple, les audits. Je suis sur une table, et je suis sur une base, pardon, et je veux savoir quand est-ce que j'ai eu des accès à ces tables. Parce que j'arrive sur une base de données qui a l'air un petit peu vieille, et il y a plein d'objets dedans, mais là, a priori, j'arriverai sur une base en prod comme ça, je me dirais, en fait, ils ont une base avec plein de tables, et en fait, ils se servent que de 3 tables, donc les autres, peut-être qu'on pourrait les virer. Voilà. Donc il y a plein d'outils comme ça qui permettent d'aller voir, par exemple, les tables qui n'ont pas de PK ou pas de cluster index. Alors, je pense que dans AdventureWorks, il y en a. Voilà. Il y a au moins ces 2 tables qui n'ont pas de cluster index. Donc ils doivent avoir des PK, mais des PK non cluster. Si on veut trouver facilement les clés étrangères qui ne sont pas indexées. C'est pas une obligation de les indexer, mais bon, des fois c'est quand même pas mal. On va voir si on a des index en double. Donc des index qui ont vraiment la même définition, ça arrive d'en trouver. C'est assez coûteux. Voilà, par contre, c'est un petit peu plus lent. Pendant ce temps-là, je vais lancer ce truc-là, bad type. Voilà, c'est tout bête. Il va aller regarder le nom des colonnes de toutes les tables. Et puis, il va regarder leur type. Et s'il trouve des colonnes qui ont le même nom, mais qui n'ont pas le même type, eh ben, ça va ressortir ici. Par exemple, là,
j'ai une colonne qui s'appelle account number. Et en fait, dans cette table-là, c'est du varchar de 10. Dans ces tables-là, ça a l'air d'être un type custom qui a une longueur de 30. Donc, c'est peut-être pas faux, mais des fois, je me suis retrouvé chez un client où il avait dans sa table product, un product ID, et puis dans une autre table qui était assez lourde, il avait le product ID, mais c'était pas un begin, c'était un end varchar. Voilà. Donc en fait, il y avait plein de requêtes avec des jointures qui faisaient des conversions implicites et qui plombaient bien les performances. En fait, juste en démarrant ça, je m'en suis rendu compte de suite. Voilà. Donc, ça, n'hésitez pas à regarder. Ça permet vraiment de faire des audits. C'est assez utilisé, c'est simple à faire. C'est vrai que quand on veut vraiment regarder une base en particulier, c'est assez sympa. Hop. Il me reste encore 2-3 minutes. On va aller regarder autre chose au niveau des index. Par exemple, pour récupérer les missing index. Bon, je suis sûr que vous avez tous des scripts qui vous montrent les missing index. Ce truc-là, en fait, on a les missing index. Il nous génère aussi les scripts pour créer les index si on veut. Voilà. C'est des petites choses comme ça qui sont intéressantes. Et si par exemple je travaille sur une requête et que je dois indexer une table, voilà, on sait que sur une table, j'ai le show index information qui s'allume et je peux aller voir en fait. Je vais avoir la définition de tous les index avec les colonnes, leur taille, savoir s'ils sont en cluster ou non. Et en dessous, les statistiques d'utilisation. Donc ça, c'est plutôt intéressant quand on travaille précisément sur une requête. Ça permet d'aller voir, on met une requête, on fait tourner, on peut voir directement s'il y a des cycles ou pas. Et puis ce qu'il y a de bien, donc là, c'est que là, je l'ai affiché qu'une première fois. Si je réactualise, en fait, lui, dans la base de configuration, il aura sauvegardé l'état d'avant et il va me pouvoir nous donner l'évolution par rapport à la dernière fois. Donc là, il va me vérifier les statistiques par rapport à 17h54. Voilà. Bon, il n'y a pas d'activité sur la base, donc voilà. Donc il y a tout plein d'outils. Il faut aller voir, il faut creuser. C'est que de la lecture. Là, par exemple, il y a le dashboard de Loizen qui est sympa. Là, ça permet de générer plein de graphes. Donc, c'est quasiment que de la lecture. Il n'y a que l'onglet Tool où il faut faire attention parce que là, potentiellement, on peut écrire. Il y a un éditeur, il y a un truc qui permet de faire des migrations, ce genre de choses, où il faut faire un peu plus attention. Mais sinon, tout le reste, c'est quasiment que de la lecture. Hop. Allez, on va reprendre. On va terminer. Hop. Donc voilà, je vous ai dit, j'ai pas eu le temps de vous montrer la totalité. Mais il y a plein d'outils, il ne faut pas hésiter à y aller. Donc tout à l'heure, je vous ai montré qu'il y avait du code SQL dans les bibliothèques KMO. Donc si vous voyez des bugs, que vous voulez personnaliser des requêtes, rajouter des colonnes ou ce genre de choses, allez-y, proposez. Moi, je suis assez ouvert, j'aimerais bien avoir un petit peu d'aide. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Maintenant, on va passer aux questions s'il y en a. J'ai pas vu. Alors non, en effet, Grégory, il n'y a pas de questions sur la partie en ligne. D'accord. J'ai vu qu'il y avait marqué TVP. Ouais, Elle est... une petite Ouais, confusion avec ah oui, tout à l'heure j'ai parlé des TVP. En fait, ça permet de... Je vais remontrer ça vite fait. Ça permet de passer une table en paramètres à une procédure stockée. Hop. Alors, je vais juste faire ça. Hop. Donc voilà, la TVP, ça commence ici. Donc en fait, plutôt que de passer un ID, à un entier ou un truc comme ça, à ma procédure stockée, je vais pouvoir lui passer une sorte de table en paramètres. Et donc ça implique d'abord qu'il faut créer un type. Voilà, donc c'est un type table. Là, dans celui-ci, il n'y a qu'une seule colonne. Et derrière, je peux l'utiliser en read-only comme paramètre de ma procédure stockée. Et je vais pouvoir l'utiliser, là par exemple, faire un where exist et je fais un select dessus sur la TVP.
Bon, si vous connaissez pas, c'est quand même bien utile les TVP quand on veut traiter quelques batchs. Si on veut aller sélectionner une ligne pour 1000 ID, c'est mieux de faire un seul appel avec une table de 1000 ID que de faire 1000 appels. Alors on a une question de Christophe Laporte. Ouais, je vais essayer d'agrandir. Mais alors à quand le choix de couleur pour changer du orange? La question à 1000 euros, ça. Alors en fait, je vais sortir un joker. Maintenant que je travaille chez Criteo, je suis obligé d'utiliser du orange. Non, non. On a plusieurs thèmes, et s'il n'y a plus que ça qui te gêne, enfin, faire un thème, c'est vraiment pas compliqué. On peut modifier ça, customiser, je pense, assez rapidement. On peut, ouais, déjà, il y a deux thèmes. Mais le orange, effectivement, c'est pas très joli, mais au moins, on voit que c'est de la prod, que c'est dangereux. Voilà, voilà. Et puis en plus, le orange, ça me rappelait la couleur du kangourou. Et À la puis base, c'était pour ça. C'était la couleur l'orange, du... ça lui donne son identité aussi. Ouais, aussi, oui. C'est vrai qu'on on le remarque de loin, oui. D'autres questions? Non, c'est tout. Ah, j'avais préparé la dernière slide parce que c'est quand même les 24 heures du pass francophone. Donc du coup, j'avais barré la phrase en anglais. Voilà. Nice. Donc bah, merci à tous de m'avoir écouté. Et puis merci Thibaut pour ton aide. À bientôt. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur Twitter. J'avais mis le pseudo en tout début sur la présentation. Merci à tous. Au revoir. Merci.